Ben Émile, salut, donc c'est Pascal, Inspiration Métal. Je suis content de t'avoir en direct et en live et enfin de pouvoir te voir. Même si on n'est pas dans la même pièce, on peut se voir, donc c'est toujours sympa. Finalement, comment tu as vécu tous ces jours sans tournée, ce qu'ont vécu la plupart, enfin même pas la plupart, tous les groupes. Toi personnellement, comment tu l'as vécu d'être retrouvé sans date? Comment on vit ça quand on est musicien? Très mal, très très mal. J'ai tout de suite compris ce à quoi on avait affaire. Même si au fond de moi, je voulais pas y croire, parce que je me souviens d'une discussion avec Adrien très longue, avec mon batteur, qui me disait non mais Émile, on en a pour 2 ans. Et moi j'étais là, je me dis mais non, mais non, mais non. Mais au fond de moi, j'avais compris ce qui se passait. Je voulais pas l'accepter, parce que l'accepter, c'était me résigner. En tant que, je dirais, entre guillemets, manager et booker du groupe, c'est encore plus difficile parce que l'aspect artistique, c'est une chose, le fait de ne pas pouvoir être sur scène, c'est une chose, mais le fait d'avoir énormément travaillé en amont sur des programmations, les gens ne se rendent pas compte, ils disent ouais, une date ça tombe comme ça, mais une date ça tombe pas comme ça, une date c'est du travail. Une date, c'est aussi vendre son groupe. Les gens, ils croient quoi? Ils pensent qu'on joue pour des clopinettes ou ils pensent que voilà, on joue pour les beaux yeux de la princesse, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc c'est énormément de travail en amont. Il y a faire coïncider les dates pour que ça nous coûte le moins d'argent possible. Parce que voilà, on est réaliste. On n'est pas un groupe qui se survend. Donc voilà, bah, c'était hyper délicat parce que on avait un gouvernement qui disait n'importe quoi, qui ne savait pas du tout où il allait, comme tout un tas d'autres, hein, je ne leur jette pas complètement la pierre, mais il aurait mieux fait, comme disait Jérémy Ferrari hier soir en concert, quand tu sais pas, tais-toi. C'est pas mal comme devise. Ou au moins reconnais que tu ne sais pas. On s'est fait balader, et le fait déjà d'être un artiste dans une scène peu reconnue, mais le fait de voir toute la musique et la culture vivante, et pas que, parce que les musées c'est pas forcément de la culture toujours vivante, même si les gens qui y vont sont vivants, taxés non essentiel. Je trouve qu'on a été, mais le bouc émissaire d'une crise dont nous ne sommes pas responsables, en tout cas pas la culture, parce que s'il y a bien, franchement, des gens qui défendent, je dirais, une certaine vision du monde qui me semble équilibrée, pour un certain nombre en tout cas, c'est bien la culture. Ouais, non, c'est vrai que la culture a été complètement sacrifiée à tous les niveaux, que ce soit au niveau métal, à tous les niveaux, enfin, qui a été oubliée. C'est assez impressionnant de voir que, bon, on n'en parlait même plus, hein, d'ailleurs, on n'en parlait pas, quoi. Bah ouais, et puis la difficulté en plus je dirais des musiques extrêmes qui sont déjà un peu invisibles, à part 3 jours dans l'année quand il y a le Hellfest, c'est que nous, ben, je vais prendre l'exemple, les gens diront ah ben tiens j'ai vu un groupe où j'ai vu un concert de métal l'autre soir, ils ne se souviennent pas du nom. Mais par contre, dès que c'est un artiste un peu plus connu, un peu plus pop, de rap, on se souvient plus facilement du nom. C'est vrai que quand on n'est déjà pas facilement visible par les médias, quand on supprime notre seul espace d'expression et d'existence artistique, à savoir la scène, on devient complètement visible. Vous avez signé sur un nouveau label, apparemment, c'est VTF Records. Je vois aussi qu'il y a Clonosphère à côté sur l'album. Quelle est la relation entre les deux? Avec Clonosphère, c'est un collectif. En fait, nous, on travaille avec Guillaume depuis 3 albums. Il faut savoir que grâce à Clonosphère aussi, on peut avoir la chance de retrouver notre album dans les bacs. C'est pas parce qu'on fait de la musique underground et extrême qu'on ne veut pas permettre à tout à chacun de pouvoir trouver notre album ailleurs que dans des petites distros, je dirais sans prétention aucune. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, bah, c'est aussi un bon moyen, je dirais, de permettre à notre musique de passer certaines frontières. Vous avez quand même eu la chance de pouvoir l'enregistrer en studio. C'était l'été, donc là, ça allait beaucoup mieux. Vous avez été en studio Pôle Nord, hein, avec Christian Donaldson, qui est bien connu, qui a travaillé avec plein de groupes, Despite Income, Get the Shot. Il y en a beaucoup, hein, comme ça. Comment ça s'est passé déjà, et qu'est-ce qui finalement au départ vous a donné l'idée de travailler avec lui? Nous, on procède beaucoup par feeling. On avait retenu 3 producteurs qui avaient un son qui nous parlait et on avait essayé de mettre ce son avec notre démo de l'époque. On a envoyé les démos à 2 Américains et un Canadien puisqu'on avait envie de voir autre chose que ce qu'on avait vu en France, même si on avait déjà fait mixer plusieurs fois aux États-Unis. On avait envie de travailler avec un savoir-faire et une approche artistique
différentes. Et il se trouve que le contact est tout de suite passé avec Christian, un petit peu plus qu'avec les autres, parce que je dirais, déjà, on avait l'avantage de partager la même langue. Et à ce niveau-là, c'est vrai que nous, on est assez friands d'humour, et Christian aussi. Donc, le courant est assez rapidement passé. Après, disons qu'il a fallu pour lui venir du Canada. Ça a été assez compliqué, puisque en fait, le confinement au Canada, ce n'était pas du tout le confinement français. Ça, il y a peu de gens qui le savent, à part peut-être ceux qui lisent la presse internationale et qui s'en soucient. Il faut savoir que au Canada, c'était vraiment le Troisième Reich, et je pèse mes mots. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait recevoir un SMS. Alors nous, on dit oui, tous anti-Covid. Oui, tous anti-Covid. Regardez un petit peu leur tous anti-Covid au Canada. Du genre, tu reçois un SMS, il faut que tu répondes dans les 10 minutes qui suivent pour être géolocalisé et pour savoir en fait si tu es bien chez toi. Voilà. Et ça, nous en France, on pas Inimaginable. aussi loin. Donc tout ça pour dire que Christian, en fait, il a dû repousser 2 fois sa venue, ne savait toujours pas, d'ailleurs, quelques semaines avant d'arriver en France, s'il allait pouvoir nous enregistrer, puisque partir du Canada supposait qu'il ait un test, un test négatif, qu'il arrive en France aussi avec un test négatif, mais lui imposait également, pour repartir au Canada, un test négatif. Et même si on a été finalement enfermé, je dirais, tous les 6, mais on a croisé des gens, enfin, le studio Pôle Nord, on a croisé d'autres artistes, il y a eu des gangs vocals qui ont été effectués, même si Christian était masqué, qu'on était masqué, voilà, à un moment donné, le risque zéro n'existe pas, quoi. On a aussi allé consommer, enfin voilà, il a profité de la gastronomie française, c'est un grand féru de bière, donc voilà, bref, tout ça pour dire que c'était un choix humain, un choix artistique. On est ravis du choix qui a été effectué, parce que c'était quand même une certaine surprise. Hein, entre la rencontre virtuelle et la rencontre réelle, il y a toujours un monde. Euh, et puis, c'était une expérience inoubliable et exceptionnelle. Qu'est-ce que vous attendiez de lui en fait et qu'est-ce qu'il vous a apporté en studio? Là, qu'est-ce qu'il nous a apporté? En fait, il nous a apporté, je dirais, un accompagnement sur l'intégralité du processus de production. C'était ce qu'on souhaitait. Pouvoir être accompagné de l'enregistrement au mastering. Il a tout fait. C'est sûr que c'est toujours plus ou moins un gain économique, mais c'était aussi, surtout qualitativement, un gain. C'était exceptionnel de pouvoir être accompagné par quelqu'un qui avait un savoir-faire, une manière d'accompagner, une pédagogie. Moi, j'ai envie de dire presque extraordinaire, parce que j'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça avant. Désolé Christian si tu me vois, hein, mais tu m'as pas payé pour que je te tarisse autant d'éloges, mais j'ai passé un bon studio, malgré tout. Le studio, c'est toujours une étape particulière, surtout pour le chant. Il a su m'accompagner de manière assez étrange. Voilà. Culturellement, c'était autre chose. Et il ne m'a pas lâché, par contre, sur tout ce qui est diction. Voilà. Il m'a imposé des fois un accent plus américain, parce qu'apparemment j'ai un accent anglais, même si j'ai mangé du tigre. Et puis, disons que, voilà, il ne nous a pas fait de cadeau, mais il a toujours su nous emmener et tirer le meilleur de nous-mêmes sans nous foutre une pression de dingue. Ouais. Et ça, j'ai envie de dire, je lui tire encore mon chapeau parce que moi, c'est vraiment un savoir-faire, une méthode pédagogique que je ne soupçonnais pas. Est-ce que toi, il y a des morceaux qui ont été en studio, qui ont été un défi, où il a vraiment fallu que tu donnes plus? C'est la première fois qu'on me pose la question, donc je suis très content que tu me la poses. Ouais, je pense que j'appréhendais beaucoup Overload et beaucoup d'ici. Pourquoi? D'ici parce que c'était la première chanson. Sachant que j'ai essayé d'enregistrer aussi les chansons dans l'ordre. Ce que j'avais pas fait ce que j'avais pas forcément fait à l'époque pour Stigma. Et alors, dans l'ordre, mais au-delà de ça, parce que j'étais conscient que ma voix allait évoluer au fil de l'enregistrement, et de pas trop me mettre en difficulté, c'est-à-dire pas faire 2 chansons tendues le même jour. Voilà. Et Overload, qui est vraiment très cardio, au perché, et d'ici, première chanson assez au perché, m'ont imposé, je dirais, une certaine pression. Voilà, mais ça s'est bien passé au final. Et c'était appréciable. La nouvelle sur cet album,
c'est que vous avez un nouveau guitariste, hein, qui s'appelle Arnaud Morfoise. Qu'est-ce qu'il a apporté avec les guitaristes, c'est une longue histoire. Peut-être qu'il va, lui, briser la malédiction des guitaristes de Beyond, à savoir une galette, un guitariste. On se demande s'il n'aurait pas été un peu marabouté et nous aurait pas créé le Covid à lui tout seul. Parce que franchement, 2 dates avec le groupe et voilà, c'était rideau. Alors le pauvre qui avait tellement bossé pour finalement en fait devoir juste faire de la composition alors qu'il s'était préparé pour une tournée de 15 dates quoi. Enfin bon voilà, Ouais. j'imagine même pas des illusions. Qu'est-ce qu'il nous a apporté Arnaud? Il nous a apporté de sa joie de vivre, déjà c'était hyper important, de son ambition aussi parce que c'est quelqu'un ambitieux. Il nous a aussi apporté une certaine simplicité à travers des fois des riffs. Ben non, comme on dit, il faut pas tortiller du cul pour chier droit. Ben, d'une certaine manière, Arnaud, des fois c'est ça. Ben non, ben c'est bam, bam, bam. C'est sûr, c'est un peu basique quand même comme Mosh Part. Ah ouais, mais ça marche. On la joue, fait ah ouais, mais ça marche. Ah ouais, ça marche. Donc voilà, des choses qu'on n'aurait peut-être certainement pas fait pareil à la période de Stigma. C'est un album aussi qui est plus rythmique parce qu'Arnaud, on lui a demandé de prendre une casquette de guitariste lead alors qu'il n'en a pas la formation ni même forcément l'appétence. On a voulu changer la donne à ce niveau-là parce que on a tenté quand même aussi de rompre cette espèce de malédiction du guitariste lead qui malheureusement n'arrive pas à faire 2 albums avec nous. C'est votre troisième album en fait, hein. Le premier, si je me souviens bien, est sorti en 2015, quelque chose Oui, comme ça. tout à fait. Est-ce qu'on ressent une certaine pression quand on dit souvent le troisième album, c'est l'album de la maturité, de la consécration, etc. Est-ce qu'on pense à ça quand on enregistre un album? Oui et non. Disons que je m'appellerais Deftones, là c'est sûr que la pression, c'est pas la même. On est conscient de qui on est, on sait aussi qui l'on touche. Beyond, ça reste un groupe assez underground, même si on aspire quand même à pouvoir devenir plus gros. Disons que ce troisième album, il a une place importante dans l'histoire du groupe, mais on n'a pas de pression, je dirais, euh, plus importante des médias que ça, Ouais. ni du public. On nous fait confiance en fait. Le public nous fait confiance et à partir de ça, c'est vrai que c'est plaisant. Après, je pense qu'on a pris un virage aussi avec une musique nettement plus live, nettement plus rock and roll, nettement plus hardcore que ce qu'on faisait à nos tout débuts parce qu'on s'est cherché. Je ne sais pas si on a trouvé la recette, mais disons que on a une identité qui se forge et la rencontre s'est effectuée avec le public. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est hyper appréciable. Alors il y a eu 3 singles, hein, quand même, qui sont sortis, hein, Ouais, depuis, hein. Donc ça va très vite, hein, quand même. Il y a eu Collateral, Overload, on en parlait tout à l'heure, New World Disorder. Comment vous choisissez finalement les singles? Pourquoi vous avez choisi ces 3 morceaux-là? Enfin, en tout cas, à mettre en avant ces 3 morceaux-là un peu partout sur les réseaux, les médias. disons que New World Disorder, ça a été un petit peu le suppositoire. On voulait prendre la température. Voilà. On avait enregistré une galette il y a un petit moment. À un moment donné, les gens voulaient entendre un peu ce qu'on avait fait. C'était, à notre sens, l'un des plus vieux morceaux. C'est un morceau qui a été composé pour la démo. Et c'était un morceau qui était assez représentatif finalement de tout ce qu'il pouvait y avoir dans l'album. Il y avait un feat aussi. On savait qu'un morceau avec un feat, c'est un morceau qu'on n'exploiterait pas sur le plan clip vidéo. Surtout que Louis, en plus, vivant en Espagne, c'était quasiment mission impossible. Et donc à ce niveau-là, on est un peu parti dans cet esprit en associant Christian. On a toujours associé Christian à nos choix parce que c'est hyper important aussi de pas travailler en vase clos. Ça faisait partie des titres qui étaient à notre sens les plus représentatifs de l'album, d'où ce choix. Alors l'album, il s'appelle Sentence. Je suppose qu'il y a une idée aussi derrière, qui est peut-être liée à la pochette aussi, avec ces 3 chiens ou ces 3 loups. On ne sait pas trop, avec ces 3 loups qui sont devant une sorte de maison. Enfin, c'est tout un concept, hein, la pochette. C'est venu comment finalement on choisit un titre pour un album? Là, c'est Sentence. Tout dépend comment on travaille. Nous, on travaille à 5 pour tout.
Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, enfin quasiment pour tout. Disons que les gars me font énormément confiance sur certaines choses et valident. Je pense que par contre, ils pourraient ne pas valider quelque chose si je leur posais une question je sais pas, sur un sujet polémique, des choses comme ça. Ils me diraient non, c'est risqué, Emile, t'y aventures pas. Là, on n'avait pas le nom en fait en tant que. On n'avait pas le nom de l'album. On avait quelques noms, mais j'avais quelques noms. J'ai même oublié qui n'ont pas été retenus. Donc en fait, c'est un soir, je me souviens, on était autour de la table, il y avait Christian, et qui a fini par partir même au bout d'un moment, et on cherchait des noms, puis son temps c'est sorti. Alors ce qui est marrant, c'est que je crois que c'est David qui l'a donné, et que c'est lui qui ne voulait pas le garder. Alors c'était un peu bizarre. Mais par contre, je sais que on était unanimes, les 4 autres, David était plus sceptique. Mais moi, ça fait flash. Je dis direct oui. Ah ouais, c'est sûr, c'est ce nom-là. C'est simple, c'est concis, c'est à la fois anglophone et francophone. On a travaillé avec Christian, donc l'idée aussi c'était de pouvoir avoir un nom qui signifie aussi à double entrée, qui signifie deux choses, à savoir phrase et sentence, et puis ça signifie quelque chose en français. Et ça ne reniait pas complètement, je dirais, nos propres racines francophones. Et voilà, je trouvais que c'était certainement le nom plus adapté. 3 loups, est-ce qu'il y a je suppose qu'il y a un symbole aussi, ces 3 têtes là qu'on voit. Le dessin est très beau, hein, c'est avec cette sorte de boule de feu à l'intérieur de celui qui est le plus en avant. D'abord, comment vous avez travaillé sur cette pochette? Eh ben en fait, on a retravaillé avec Amo, comme sur Stigma. J'ai eu une sorte de, voilà, j'aime pas le terme vision parce qu'on passe tout de suite pour un illuminé, mais c'est un peu ça, quoi. Je sais pas, j'avais l'idée, quoi. J'avais toute l'idée quasiment. Et je lui ai présenté. Il nous a rendu un premier jet que j'ai trouvé raté, voilà, beaucoup trop épique. Voilà, j'avais une vision beaucoup plus urbaine et proche de notre monde que quelque chose de trop perché. Et voilà, j'avais l'image de la jeunesse en proie à ses propres démons. Donc un ou une protagoniste en train de tenir enchaîné un cerbère, d'une certaine manière la domine, ou pourrait sembler la dominer. Et derrière, un gratte-ciel qui lui-même prédomine, un gratte-ciel en flammes sur Cerbère et sur cette, je dirais, jeunesse qu'elle incarne, et la lune qui prédomine tout le reste, voilà, qui nous rappelle que nous ne sommes finalement que passage sur Terre, qu'on a des astres au-dessus qui sont bien plus imposants que nous, et dans une ambiance assez apocalyptique, je dirais. Voilà. Oui, là, pour le coup, on y est à fond dans cette ambiance-là. Tu disais que c'est toi qui bookais les concerts, de la difficulté de trouver des concerts, enfin, avec tout ce qui se passait. Mais d'une manière générale, toi, comment tu vois, justement, en tant que booker de ta propre formation, comment tu vois la scène française? Wow, c'est une question assez vaste. Comment je vois la scène française à l'image de ce qu'on représente un peu à l'international, hein. C'est-à-dire des gens nombrilistes, finalement, qui, à mon sens, sont peut-être pas forcément assez ouverts sur ce qui se fait ailleurs et autour d'eux, et qui sont aussi assez individualistes. Voilà. Peut-être que les autres font mieux semblant aussi, hein. Peut-être qu'en France, on n'est pas assez doué pour faire semblant. Parce qu'on est un beau paquet de connards, on va pas se mentir. Moi, je n'ai pas beaucoup l'impression d'être soutenu. On a des gens avec qui on a des accroches fortes, artistiques et humaines, mais le soutien inter-artiste, même dans la même niche musicale, on va pas se mentir, il est soit de façade, soit inexistant, soit rare rare mais sincère. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'assez sincère, voilà. Mais même, je dirais, on a tous un rôle à jouer en fait là-dedans. Ce qui me gêne énormément, c'est les groupes qui méprisent les plus jeunes, les groupes qui méprisent les nouveaux, ou on méprise personne. Bon, il y a des groupes qu'on aime moins que d'autres, mais on méprise personne. Et il y a énormément de mépris dans cette scène. Alors que moi, je m'efforce de regarder, je ne vais pas dire 99%, mais au moins 90% des groupes avec qui on joue, intégralement, hein, j'entends par 90%. Sinon, oui, 100% des groupes avec qui on a joué, j'ai tous vu jouer. Je sais avec qui j'ai joué.
En 180 dates, je sais avec qui j'ai joué. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est hyper important de ne pas mépriser les gens qui font partie du show. Parce qu'à un moment donné, tout le monde a sa place à jouer dans un show. Aussi bien le groupe qui ouvre, qui va ramener sa famille, qui va ramener des copains. On ne peut pas mépriser ces gens-là. Et en France, on méprise, clairement. Hein, t'arrives, ouais, c'est la tête d'affiche, allez hop, il reste en loge, tout ça. Bon, voilà. Donc quand c'est les mecs qui font des millions de kilomètres et tout ça, qui viennent de loin, qui peuvent être fatigués et tout ça, je peux comprendre. Mais franchement, dans le hardcore, on n'a pas vu beaucoup de groupes qui ne regardent pas les gros autres groupes jouer. Je parle de groupes étrangers. Groupe français, c'est autre chose. En France, on n'a pas forcément les codes et ni forcément les valeurs. Donc voilà, comment je vois la scène française? Comme une scène qui aurait vraiment, vraiment besoin de grandir, qui a un melon, je dirais, bien plus développé qu'elle est talentueuse. Voilà. Et je pense que... Ouais, non, ça, je suis sincère. Hein, Ouais. là, Pascal, franchement, on a, à mon sens, vraiment besoin de, voilà, de se frotter à des groupes européens, quels qu'ils soient, et puis de grandir, tant artistiquement qu'humainement parlant. Voilà. Moi, c'est ce que je pense de la scène à ce niveau-là. Est-ce que finalement, ce qui vous définirait pas, enfin, une des choses qui vous définirait, ça serait la sincérité par rapport à beaucoup d'autres groupes? Ah ben oui. Ah, moi là-dessus, je m'y retrouve complètement. La sincérité, l'intégrité. Moi, je demande, enfin, voilà, on s'est déjà pris la tête avec des groupes parce que ça arrive. Hein. Voilà, qui ont des visions différentes de la nôtre, mais je pense pas qu'on ait méprisé quiconque. Je pense qu'on a toujours resté intègre et authentique à ce que nous sommes. Voilà. En grandissant, bien sûr. Hein. J'ai peut-être dit dans des médias des choses à l'époque de notre premier EP ou de notre premier album que je pourrais voir différemment. On évolue tous, mais non, je pense qu'on est toujours resté fondamentalement fidèle à nos valeurs. Donc ouais, on parlait des invités, donc ça c'est important. 3 invités, c'est quand même quelque chose. Est-ce que vous réfléchissez beaucoup? Bah, comment ça vient? En fait, c'est une question de circonstance, de concours de circonstances. Moi, j'ai des morceaux que j'ai écrits voilà, avec une certaine pensée, avec une certaine valeur. Je me suis dit, tiens, je pense qu'ici, il y aurait besoin d'une voix comme ça. Alors là, je pense, je sors mon petit chapeau des groupes que j'apprécie, avec qui on a joué, parce que ça me paraît indispensable, parce qu'un invité, nous, on écrit, on compose dans une dimension live. Quel serait l'intérêt d'avoir un invité avec qui, soit on n'a jamais joué, donc peu de chances qu'on joue avec, soit quelqu'un, je dirais, qui, comment dire, où ça sortirait vraiment de nulle part. On va pas, ça sert à rien. Enfin, disons qu'on n'est pas dans ce genre de délire un peu fake. Et du coup, ben, dans mon petit chapeau des artistes avec qui on avait joué, il y a des gens qui répondent à tous les critères, voilà. Tant sur le plan valeur que sur le plan voix, parce que des fois j'attends des voix particulières, que sur le plan artistique, parce que je veux juste être sûr quand on engage quelqu'un sur un album, il y a quand même, enfin, l'idée c'est quand même de se dire que cette personne, comme tu dis, elle va marquer de son empreinte un album, donc tant qu'à faire, on veut que ça soit quelqu'un qu'on apprécie, tant artistiquement qu'humainement, avec qui on peut partager ça en live, parce que l'idée c'est pas de vendre, enfin c'est pas de jeter de la poudre aux yeux, pas de vendre du rêve, hein, c'est de se dire voilà, tiens, un jour si on joue sur le même festival, programmateur, hein, tiens, peut-être une chance que vous entendiez ça. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais on nous a déjà demandé. Il y a des titres, là par exemple, il y a des titres qu'on nous a déjà dit, oui, alors est-ce que si on vous programme avec ce groupe-là, cette chanson, vous pourriez la faire? Bah, je vais pas dire non. Voilà, c'est pas une condition sine qua non, mais disons que, ouais, ça serait quand même dommage si l'opportunité se présente, qu'on la saisisse pas, parce que c'est des moments inoubliables. Et puis l'idée aussi, bon, mis à part pour Louis Siffer qui était à Madrid pour l'enregistrement de New World Disorder, Vincent de Butcher's Rodeo et Guillaume de Final Showdown, ils sont venus en studio avec nous. Et c'était, voilà, ils sont venus enregistrer en studio avec nous, avec Christian. Il s'est passé quelque chose. Voilà, quand ils ont fait la reprise, on était là, ils m'associaient au truc, on a refait des trucs. Enfin,
c'est super. Alors, vous êtes un groupe engagé, hein, ça depuis le début. Il y a plein de thèmes que vous abordez, hein, la cause animale, la cause migratoire, enfin bon, la politique. Quand on aborde tous ces thèmes-là, on attend un échange aussi avec le public. Je dirais pas forcément, parce qu'il y a des gens qui sont là que pour notre musique. Et je dirais, mais en même temps, je te mentirais si je disais non. Parce que moi, l'idée, c'est de créer un échange. Enfin, si les textes que j'écris signifient ça, et si ce que je défends sur scène, ça signifie ça, c'est bien parce que ce ça en question, j'ai envie de le partager. Voilà. Ça peut paraître bizarre parce qu'une chanson, un jour, c'est. On jouait en Bretagne, on jouait à Morlaix plus exactement, dans une brasserie qui n'existe plus, qui s'appelait le Bézidu. Et à la fin du concert, j'ai notre merch girl qui vient me voir, Katia, elle me fait: il y a quelqu'un qui veut te parler. J'en ai jamais parlé, hein, de cette histoire à aucun média, hein, t'as une exclue. Et, et je fais ouais, ouais, ok. Et là, je regarde la personne, elle me regarde, Katia, elle m'explique en fait qu'elle est sourde, elle est malentendante. Hmm. Et du coup, on n'arrivait pas à se comprendre parce que c'était trop compliqué. Il y avait du boucan. Et elle vient me parler de mes paroles. Et elle me disait à quel point ça la frustrait parce qu'elle a compris tout ce que j'ai dit entre les morceaux. Qu'il y avait un morceau qui parlait justement du cancer. Ça l'avait énormément touché. Je crois que c'est extrêmement rare qu'une personne vienne me parler et arrive à me faire monter l'émotion au niveau de la gorge et les larmes aux yeux. Et j'attendais encore moins ça en fait d'une personne malentendante. Tout ça pour dire que ouais, on attend forcément, enfin plus ou moins consciemment, on attend un échange. Après, j'attends pas forcément que les gens viennent me parler politique, viennent me parler de ci ou de ça. Mais c'est vrai que s'ils souhaitent en partager un échange là-dessus, moi, ma porte est toujours ouverte. Si je souhaite juste parler du show, parle du show. En tout cas, il y a un message, je jette une graine. Voilà. Après, on va savoir ce qui se passera. Ça, seul l'avenir nous le dira. Je n'ai pas la prétention de révolutionner le monde. Mais en tout cas, si ça peut permettre à notre petite échelle de changer quelque chose, j'aurais au moins l'impression d'avoir participé à quelque chose, quoi. Et c'est pas une obligation, en tout cas, d'échanger des textes. Mais je pense que les gens, ça rentre pas forcément, enfin, ça sort pas forcément aussi rapidement d'une oreille que c'est rentré. Je sais pas, pour conclure, moi j'ai envie de te demander, on a parlé de beaucoup de choses par rapport au groupe, on a parlé bien évidemment de l'album. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît important, toi, par rapport à cet album Sentence, par rapport même aussi au groupe, que tu as envie que les gens qui vont découvrir le groupe aussi, parce qu'il y en a qui vont découvrir le groupe Oui, bien avec sûr. ce troisième album, Ouais. que tu as envie qu'ils comprennent? Peut-être la philosophie du groupe, là, qu'est-ce qui vous fait avancer, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui est important pour vous, que les gens comprennent. L'humanisme. Voilà, tout simplement. C'est un grand mot, c'est un gros mot. Euh, on, on croit en l'humain autant qu'il nous désespère. Voilà. Et date après date, moi je rencontre des gens qui me donnent envie de continuer à me battre, qui me prouvent, aussi loin soit-il, on a du public qui vit à La Réunion, qui a déménagé à La Réunion, qui vont revenir cet été pour nous voir en festival. Euh, j'ai juste envie que les gens comprennent qu'à un moment donné, en toute humilité, bien sûr, euh, il y a quelque chose qui va au-delà du groupe. On véhicule autre chose que trois accords binaires, ternaires, des pieds-bouches, des moches parts, des riffs trash. Voilà, il y a quelque chose qui va au-delà. Il y a un message. Ce message, c'est un peu l'humain, voilà, tout simplement. On a envie d'y croire. On a envie de croire que l'humain peut changer des choses et peut aussi prouver à tous ceux qui finalement finiraient par douter de cette magie que peut incarner le libre arbitre, qu'on est capable de belles choses quoi ensemble. On n'est pas que cette génération paumée qui se fait appeler génération Z et qui en vient à penser qu'avec des discours arriérés d'un temps qui n'existe plus, nous allons redorer le blason de la France. On a Et, vu à qui tu fais référence. et à un moment donné, il faut avancer.
ensemble, avec nos différences, qui qu'on soit. Voilà. Et mon discours, je pourrais le tenir auprès de n'importe qui, de n'importe quel bord politique qui soit. Parce qu'à un moment donné, nos clivages vont dépasser la politique. Parce que tôt ou tard, on va se retrouver face à un problème, et on est déjà les deux pieds dans ce problème, qui est climatique. Il n'y a plus de climato-sceptie possible. On est les deux pieds dans la merde, jusqu'au cou, je dirais. Et pas besoin de regarder Armageddon, Don't Look Up, n'importe quel film dystopique pour vous dire qu'à un moment donné, le problème sera même plus d'ordre politique, d'ordre culturel, ça sera juste une question de survie, voilà, comme le chantaient les L5. Voilà. Et à un moment donné, il va falloir qu'on vive ensemble, comme on pourra vivre. Et je pense que la musique, je pense que la culture, d'une manière générale, vivante et moins vivante, a ce rôle à jouer. Rôle que ne tient plus la politique à l'heure actuelle. La politique, elle est gérée par des gens qui n'ont plus aucune, en majeure partie, intégrité. On est le pays quand même en France, on a le plus de politiques qui ont des casseroles au cul. C'est comment on peut croire en des gens qui militent pour un monde meilleur alors qu'ils sont aux yeux de la justice, à un moment donné, condamnables. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je comprends les gens qui ne croient plus à la politique. Malgré tout, il faut continuer d'y croire, parce qu'à un moment donné, jusqu'à preuve du contraire, le pouvoir, c'est aussi en partie eux. Mais j'ai aussi envie que notre groupe, et que les groupes, qui que ce soit, petits, moyens, gros, énormes, puissent d'une certaine manière participer à cette révolution, à cette éducation qu'on nomme populaire. Que tout est éducatif. La culture et la musique extrême se doit d'être éducative. J'ai un exemple très précis. Le jour, on me dit, tiens, Émile, moi, mon fils, il aime bien vous écouter, c'est marrant. Ah non, c'est pas marrant, en fait. C'est juste primaire, en fait. En fait, la musique, elle a enfin, comment dire, c'est l'éducation, c'est les médias qui nous conditionnent. En France, on a été conditionné pour entendre que la musique extrême, c'est fait pour les fous, c'est fait pour les suppôts de Satan, et c'est fait pour les traîner. Voilà. Je catégorise brièvement la chose. Mais non. Pourquoi, dans des pays avec une empreinte beaucoup moins judéo-chrétienne et plus protestante, on ne pense pas comme ça? Pourquoi, en Indonésie, qui est le pays où il y a le plus de musulmans pratiquants au mètre carré, on ne pense pas comme ça? Pourquoi, en France, on n'est pas une terre de rock'n'roll? Je ne sais pas. C'est pas pour autant que je ne continuerai pas à me battre. Et moi, ce qui m'embête, c'est que dans le pays des droits de l'homme, eh bien, à l'heure actuelle, on est borne, impunément. On a dans notre gouvernement des gens qui ont des casseroles au cul dinguissimes. Voilà, ça ne peut pas être tu. Alors, on a des gens qui regardent de moins en moins la télé, on a des gens qui se dépolitisent. Moi, je tiens juste à un moment donné à véhiculer un message et à faire comprendre aux gens que tous ensemble, on est capable de faire des belles choses, voilà, et qu'il faut continuer de croire en l'humain, aussi sordide soit l'histoire et aussi, je dirais, sombre semble être l'avenir. Le fond de notre message, il est assez positif. Voilà. Bon, écoute, je crois que c'est une belle conclusion là. On a appris plein de choses sur le groupe, en tout cas, et puis on connaît maintenant mieux peut-être, on approche mieux votre philosophie au sein du groupe, et ce que vous aimez partager avec les gens et avec le public et avec tous ceux qui apprécient le groupe. Donc merci à toi, Émile. Encore merci pour l'accueil, c'était super. C'était très sympa. Et à bientôt alors. Et bien à tout bientôt. Salut. Salut, merci. Hein. Ciao, ciao. Merci à toi, ciao.